tu vois quelques personnes qui en font, ça fait j'ai pas envie de dire secte, tu vois. Ah, mais tu l'as dit. Voilà. Mais je sais pas si tu vois l'idée, il y a un peu ce truc de... Si, c'est un truc qui revient régulièrement. Les mecs sont dedans, et en fait, toi, t'es de l'extérieur, et tu dis, putain... Qu'est-ce qu'ils font? Là, c'est ça, c'est quoi ce truc? Cool, bienvenue à tous dans un nouvel épisode de Wall the Talk. Je suis avec Thomas. Salut Thomas. Enchanté. Bon, ravi, merci infiniment de nous recevoir. Je suis chez JVweb, entreprise, on va dire, assez grande, nationale. On est sur Montpellier aujourd'hui. On est avec Thomas qui est... Comment on te décrit, Thomas? Le titre du poste? Ouais, qui es-tu, Thomas? Alors, moi je travaille en tant que CTO chez JVweb. Ouais. Donc je m'occupe de toute la partie informatique et notamment du pôle R&D. R&D. Donc je vais gérer tout ce qui va être les développeurs et les sujets informatiques un peu au niveau global de la boîte. Ok, d'accord. Donc JVweb, c'est une agence de marketing. Pour faire simple, tu as envie d'être visible sur Internet, tu fais appel à JVweb. Tout à fait. Être visible sur les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, etc. Mais on aura Jonathan Vidor bientôt qui va passer sur ce podcast. Et je pense que lui pourra nous pitcher un peu plus la boîte. Et toi, tu es responsable de la partie développement informatique et, tu m'as dit, Innovation. Ah, cool. En gros, nous, on n'est pas dans le cœur de métier. Ouais. Forcément, on connaît le métier parce qu'on travaille avec des gens qui vont s'occuper de ça toute la journée. Mais nous, on est là pour aider ces gens à mieux travailler, être plus performants, plus productifs et passer moins de temps sur des tâches qui vont être répétitives et chronophages et pouvoir se concentrer plus sur la valeur ajoutée qu'ils ont vraiment. Ok, d'accord. Tes clients, c'est qui alors? Mes clients, justement, c'est les collaborateurs de la boîte. Okay. Ceux qui vont travailler pour nos clients, pour les clients de JVweb. Ok, t'as combien de clients alors? 60 à peu près. 60, c'est pas mal. 60, c'est pas mal, ouais. Ouais. Donc ce que tu dis, c'est que tu es là pour les soutenir et faire en sorte qu'ils soient plus efficaces dans leur travail, c'est ça? C'est ça. Ok, d'accord. Comment tu arrives à mesurer ça? C'est-à-dire le résultat? Ouais, le résultat. Le mesurer... Déjà, est-ce que ça se mesure? C'est un peu compliqué de mesurer. Et c'est vrai que j'ai pas précisé le concept de Wall the Talk, c'est pas, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, il y a plus, on essaye de comprendre et de réfléchir, tu vois. Mesurer l'impact, je veux dire, c'est que on arrive à ce que les gestionnaires de compte se concentrent sur autre chose sur la partie importante, c'est-à-dire la stratégie, et mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour le client pour améliorer les performances, et passer moins de temps sur ce qui va être un petit peu plus manuel et tout ce qui va être à moindre valeur ajoutée, qui sont des actes nécessaires quand on gère des comptes, quand on fait du marketing, mais qui n'ont aucune plus-value sur les performances. Donc on va les laisser se concentrer sur tout ce qui va être stratégique et leur enlever toutes ces petites choses un petit peu irritantes au cours de la journée. Ok, d'accord. Comment tu fais? Tu as une liste de courses? Tu suis 60 clients, 80 clients? Ouais, en fait, non, on s'organise avec un gestionnaire de projet, donc on passe par Jira. Et en fait, les idées viennent de nos clients eux-mêmes qui vont nous faire des demandes. Et ils vont avoir des gestes qu'ils vont, eux, trouver comme irritants et qu'ils vont souhaiter automatiser. Ils vont nous faire part de leurs idées. Les idées vont être challengées parce qu'il faut faire attention à pas soit refaire ce qu'on a déjà fait, juste que les gens ne sont pas au courant de l'existence de cette chose-là et donc ils ne l'utilisent pas. Donc des fois on a des idées qui reviennent, des trucs, on leur dit ça tombe bien, ça existe déjà, tu peux l'utiliser. Il y a des fois des choses qui sont demandées mais qui ne sont jamais utilisées. La personne elle a une idée de génie, faut absolument le faire tout de suite. Et en fait quand on le fait on se rend compte que c'est jamais utilisé. Donc il faut faire attention à ça. Donc on a une étape de challenge sur ça. Je vais appeler ça la qualification. Est-ce que c'est intéressant vraiment? Est-ce que ça va aussi pouvoir être déployé chez plusieurs personnes? Parce que si on fait gagner du temps à une personne et qu'on peut aussi en faire gagner à 60 autres personnes, c'est encore plus qualitatif. Voilà. Après, une fois que c'est challengé et qu'on accepte de faire ça, on va essayer de déjà voir si c'est possible. Parce que du coup, nous, on va travailler avec tout ce qui va être pour automatiser des actions qui sont normalement faites à la main. On passe par des systèmes qui s'appellent des API, qui vont nous permettre de demander des actions en mode automatique via du code, en gros, pour être simple. Et en général, tout ce que fait l'utilisateur à la main, c'est faisable via API. Ok.
Mais c'est plus ou moins compliqué. Et il y a des choses qu'on sait faire et des choses qu'on n'a jamais faites. En fait, c'est là où c'est aussi très intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on a un ticket, enfin, qu'on a une demande d'un de nos clients, de nos collaborateurs, il va falloir trouver la solution. C'est très très rare que les gens nous arrivent avec quelque chose qu'on a déjà fait, parce que sinon ils se le diffusent entre eux, et puis s'il y en a un qui sait le faire marcher, en fait ils vont l'utiliser entre eux, ils viennent très rarement nous demander des trucs qui existent déjà. Donc en fait on a tous ce challenge et c'est ça que j'adore chez JVweb en fait, c'est on te demande un truc, tu sais pas comment tu vas le faire, et forcément tu sais pas si tu vas y arriver. Bon, 90% on y arrive du temps, parce que comme je dis, tout ce qui est faisable à la main est aussi faisable par API, donc il faut juste creuser la doc, trouver tout ça. Mais c'est hyper satisfaisant de trouver la solution et de livrer le produit une fois que c'est fait. Et derrière, en fait, quand on voit le temps gagné, il y a même des choses qui sont automatisées qui n'auraient jamais pu être faites à la main. Okay. Des choses qui prendraient tellement de temps que ça serait inimaginable de le faire à la main. Et que, du coup, ça vient pas d'un geste qui était irritant, mais juste d'un truc qui était impossible manuellement. Donc, une idée qui est sortie, qu'on a faite et qui, au final, et qui apporte beaucoup de valeur. Qui permet d'optimiser les budgets, de réduire les dépenses inutiles, etc. Donc ce que j'entends, c'est qu'il y a des choses sur lesquelles tu apportes du confort, mais en plus tu vois des choses en plus et tu peux apporter l'innovation ou des choses que le collab ou la collab ne pourrait pas faire. C'est ça. On a, donc pour ceux qui nous écoutent, on a eu Sylvain sur ce podcast de JVweb, donc vous pouvez aller voir l'audio ou la vidéo. Donc une interview très très intéressante, et il disait qu'un de ses challenges, c'était de rester en contact en permanence avec les évolutions technologiques de ses clients, de ses plateformes, Google, Facebook, etc. Comment vous gérez ça de votre côté ? Je suis pas sûr de comprendre. Tu développes des choses pour tes collabs qui potentiellement se connectent à des plateformes, des services, et les évolutions technologiques de ces plateformes-là, comment tu les gères toi de ton côté ? Alors nous, c'est assez important de suivre ces évolutions-là, parce que si on les suit pas, au bout d'un moment, ça marche plus. C'est-à-dire que nous, tout à l'heure je disais, on travaille avec des API. Et en fait, plus ils vont mettre à jour leurs produits, donc le visuel et ce qu'utilisent les collaborateurs au quotidien, ça va aussi engendrer des modifications sur cette API. Et donc on a des systèmes de version sur ces API, et au bout d'un moment, les versions sont considérées comme dépréciées et du coup ne fonctionnent plus. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va monitorer et on enregistre les dates de dépréciation de ces API-là, et on doit faire les montées de version de ces API au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, ce qui est intéressant, c'est que sur ces montées de version, tu as des nouvelles possibilités qui s'ouvrent à toi, parce que souvent ils sortent d'abord les nouvelles features et les nouveautés sur la partie visible, utilisable par l'utilisateur, et ensuite ils rendent disponible ça via API. Donc souvent, quand on a des trucs nouveaux qui sortent sur ces plateformes, on attend avec hâte que ça sorte aussi sur l'API pour pouvoir commencer l'automatisation sur ces sujets nouveaux. Mais on est souvent au courant d'abord par les collabs, parce qu'eux ont l'info et l'utilisent déjà à la main, et souvent on est obligé de les freiner en leur disant écoute, c'est pas encore dispo, mais on a un œil dessus, et nous en fait dès que tu as une nouvelle version, tu as toute la liste des nouveautés, et je reçois un email, je regarde les nouveautés, qu'est-ce qui pourrait nous intéresser, pas intéresser, j'en parle avec Lucas. Et on fait le point là-dessus, s'il y a des trucs intéressants, on les met en place. Lucas, c'est qui ? Alors Lucas, c'est la personne chez JVweb qui va m'aider à faire cette partie de challenge que je disais tout à l'heure sur les tickets. Ok. Parce que il a quand même une connaissance beaucoup plus profonde que moi sur le métier. C'est-à-dire que lui, c'est son métier. Moi, je suis développeur à la base. J'ai appris le métier chez JVweb parce que je suis là-dedans et que j'ai à toucher à ce sujet. Mais de base, c'est pas quelque chose que je fais tous les jours. En soi, je vais pas paramétrer des campagnes, je vais pas optimiser des budgets, etc., etc. Et lui, il est vraiment là-dedans. Donc lui a vraiment cette vue utilisateur, parce que c'est aussi un de mes clients. Et il a tout cet aspect... il a déjà plus de 10 ans d'expérience là-dedans, et chez JVweb en plus. Donc il a un historique de ce qui est passé, de ce qu'on a fait, jamais fait. Et il a un regard critique sur ces sujets-là, qui est beaucoup plus développé que le mien. Ok. T'as combien de personnes dans ton service ? Actuellement, j'ai 4 personnes. 4 personnes. Ouais. On était, à l'époque, on était 7. Donc j'avais 5 développeurs.
Alors, on est en train de là faire ce qu'il faut pour embaucher un. Et j'ai un prestataire aussi qui serait s'occuper de toute la partie informatique, hardware de l'entreprise. Parce que je m'occupe pas que du pôle R&D, je m'occupe de vraiment tout le système informatique. Mais le fait de passer du temps sur des sujets un petit peu à moindre valeur ajoutée, parce que le dev c'est vraiment ce que j'aime faire et ce pourquoi je suis engagé chez JVweb. Nous vraiment c'est l'innovation pour les R&D, donc on a souhaité externaliser cette partie-là pour pouvoir se décharger de ces sujets un petit peu plus un peu différents. Ok, d'accord. C'est rigolo parce que ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que quand je te pose la question des gains, tu me ramènes plus sur le confort du collab. Donc les gains, c'est plus j'ai enlevé des irritants et je sais pas trop économiquement ou en termes de temps. Je suppose que peut-être que si tu creuses, tu pourrais le savoir, mais c'est pas le réflexe qui arrive. Toi, ce qui arrive, c'est plutôt j'ai rendu la vie plus facile au collab. Et je vois d'un autre côté qu'il y a un service de développement informatique avec 5-6 personnes, c'est ça. Et donc il y a un investissement assez conséquent chez JVweb. Et donc ça veut dire qu'il y a de la valeur. Ouais, mais il y a de la valeur. Après, tout à l'heure j'ai pas parlé, mais il y a beaucoup cette idée sur les irritants, le confort, mais on a aussi beaucoup de process qui vont contrôler la qualité. Et la qualité chez JVweb, c'est par exemple respecter les budgets du client. Et respecter les budgets du client, ça permet aussi d'avoir une satisfaction client et surtout pas de sous- ou surinvestissement qui vont engendrer des coûts annexes s'il y avait des erreurs, ce qui maintenant n'est pas possible grâce à nos automatisations. C'est-à-dire qu'on va s'assurer que le boulot, on va automatiser des contrôles de qualité pour s'assurer qu'on reste dans tout ce que le client nous demande et qu'on fait les choses correctement. Ce qui ensuite, c'est vrai que nous on ne vend pas nos solutions, on ne les vend pas. On est une entité chez JVweb où, comme tu disais, on est 5-6 développeurs, on va passer beaucoup de temps à travailler, mais on n'a pas de notion de quand je fais un script, je vais pas dire à mon collaborateur tiens, tu m'as demandé ça, ça te coûte tant. C'est vraiment, on est là pour. Donc on n'a pas trop ce retour sur investissement, mais on est persuadé que derrière ça génère de la valeur. En tout cas, ça fait gagner du temps. Et le temps passé sur des choses que nous on a automatisées, c'est du temps qu'on peut passer à faire plus de choses. Avec plus de valeur. Voilà. On parle beaucoup de l'IA, l'intelligence artificielle, depuis pas mal de temps. Comment tu abordes ce sujet-là chez JVweb ? L'IA, c'est quelque chose qui peut faire peur à un développeur. Les premières choses, quand ChatGPT est sorti, on nous a tous dit, pour rigoler, mais c'est « putain, bientôt vous aurez plus de taf, ça va vous remplacer ». Alors, je tiens à rassurer les développeurs, vu ce que ça donne, moi j'ai des gars qui viennent me voir en me disant j'ai essayé de mettre ça en place avec ChatGPT, ça marche pas, ça pète dans tous les sens. En fait, les développeurs sont toujours aussi essentiels. Tant qu'on comprend pas ce qu'on fait, de toute façon, on aura beau l'avoir auto-généré par une IA, il faut savoir l'utiliser, il faut savoir mettre les mains dedans, il faut savoir le débugger, il faut savoir mais ça apporte beaucoup de facilité et nous beaucoup de confort. L'IA, on l'a intégré par exemple sur certaines de nos automatisations. On a travaillé avec l'API de ChatGPT. Donc c'est la même chose que quand toi tu te sers de ChatGPT, tu vas lui poser une question, sauf que nous on peut lui donner des prompts en code et on va pouvoir aller générer avec ChatGPT des nouvelles accroches pour nos campagnes, lui demander en fait de lui donner des inputs en lui donnant un prompt, une indication et lui dire de nous rendre un résultat et après le présenter à l'utilisateur. C'est faisable à la main, mais ça prendrait du temps. Nous on l'a automatisé. Voilà. Okay. Après il y a une autre approche qualité, mais plutôt côté dev. On utilise chez JVweb Microsoft Visual Studio, c'est l'environnement de développement. Et ils ont récemment sorti une version ChatGPT pour les devs qui s'appelle Copilot et qui va analyser ce qu'on est en train de coder et qui va nous faire des propositions de code. Donc en fait, souvent tu penses à un truc, tu commences à le coder et en fait au bout d'un moment, tu es en train d'écrire le début, puis il te propose que tu allais écrire. Tu appuies sur Tab, c'est fait. Tu contrôles, tu testes, mais en fait, c'est hyper rapide, c'est hyper quali, ça te permet d'être plus productif. Ok, donc ça t'aime bien. Ça c'est très très pratique, c'est très pratique. Okay. Je teste depuis peu et je suis très convaincu. Je connaissais pas du tout. Si, cool. Ouais. Tu sais que moi mon métier c'est je m'intéresse à l'entrepreneuriat, je m'intéresse au management et management apprenant, comment les gens apprennent dans la boîte.
on va pas se mentir, on se connaît un peu quand même, hein, donc on va être honnête avec les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. Il y a un gros mot ou un mot qui s'appelle le lean management. C'est quoi ta découverte avec le lean? Ça s'est passé comment, toi? Alors moi c'était plutôt reculons, parce que je suis arrivé ici, je connaissais pas du tout. Et c'était, comme tu disais, un gros mot. J'étais vraiment pas hypé par le truc. J'avais pas trop connaissance du sujet, mais de ce que je voyais de l'extérieur, ça me donnait pas trop envie. Qu'est-ce que tu voyais de l'extérieur? Ça fait longtemps maintenant et j'ai beaucoup changé d'avis, donc c'est dur de se rappeler. Mais je sais qu'en tout cas à l'époque j'étais vraiment pas à l'aise avec ça et j'avais pas envie de le creuser. Je saurais plus te dire. Je fais exprès de mettre ce sujet sur la table parce que un de mes objectifs quand même avec Wall the Talk, c'est faire la promotion ouais, bien sûr. d'un management apprenant, et après ça peut prendre plusieurs formes, et le lean pour moi est un moyen d'y arriver, et je trouve ça extraordinaire. Mais c'est vrai que je tombe assez souvent sur des gens qui sont réticents et je trouve ça pas anormal. Réticents ou qui ont un avis préconçu, etc. Et je sais que toi, t'étais pas hyper open au début, on en avait parlé. Donc c'est pour ça que je te pose la question de qu'est-ce qui te freinait finalement. Il y a un peu ce truc de... Tu vois quelques personnes qui en font, ça fait j'ai pas envie de dire secte, tu vois. Ah, mais tu l'as dit. Voilà. Mais je sais pas si tu vois l'idée, il y a un peu ce truc de... Si, c'est un truc qui revient régulièrement. Les mecs sont dedans, et en fait, toi, t'es de l'extérieur, et tu dis putain... Qu'est-ce qu'ils font? C'est ça, c'est quoi ce truc? Et tu sais que c'est un peu l'idée de Wall the Talk, hein, d'essayer d'ouvrir et que ça fasse pas secte. Parce qu'on a essayé il y a quelques mois d'aborder le sujet facialement, le lean. Et j'avais énormément de gens qui rentraient pas dedans, ou ceux qui rentraient c'était uniquement des gens hyper convaincus, et moi mon objectif c'est de toucher plus de personnes. Qu'est-ce qui te plaît maintenant aujourd'hui dans le lean? Et encore une fois, le lean c'est pas une religion, c'est une pratique, il y a plein de choses, mais qu'est-ce que t'en retiens toi? Qu'est-ce qui te sert? Je sais pas comment je peux dire ça. Il y a pas mal de sujets, il y a pas mal de choses qui m'ont permis de mieux m'organiser, de mieux visualiser. Je pense que le plus important c'est ça, c'est la visualisation. Ce que j'ai appris, en tout cas ce que j'ai retenu le plus, c'est vraiment visualiser les choses, parce que tant qu'on peut pas visualiser, on a du mal à prendre les bonnes décisions. Donc s'il y a bien une chose à retenir dans ce que j'ai, des choses qui m'ont beaucoup plu, c'est cette idée-là de visualiser. Voilà, après, je pense que pour rentrer dans le lean, il faut que ça soit une démarche personnelle. Faut pas qu'on t'y amène. Peut-être ça aussi qui m'avait freiné au début, parce que c'est quelque chose qui était tiré par mon manager. Et tant que t'es pas convaincu par toi-même du truc, tu vas peut-être pas le faire à fond. Tu vas peut-être, en tout cas moi c'était ma façon de voir les choses. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir peut-être un déclic personnel pour y aller. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est le livre de Régis, Learning to Scale, que j'ai trouvé très... il y avait peu de théorie dedans, il y avait beaucoup de pratiques, de sujets très concrets, et qui montrent directement la plus-value du lean. Ça, plus la formation qu'on a fait ensemble, ça m'a fait changer mon mindset. Ok. Régis, tu nous écoutes, on te fait un petit coucou quand même, je veux dire. Régis Medina, mon associé, c'est vrai que son bouquin est plutôt bien conçu, c'était l'objectif. Hein. L'objectif étant de dire qu'il y avait déjà énormément d'ouvrages théoriques sur le sujet, comment on passe à l'action et comment on est plutôt pratique. Je te remercie parce que c'est vrai que t'as dit un truc qui me touche, c'est que c'est une démarche personnelle. Et c'est dur d'embarquer les autres parce que toi t'es intimement convaincu, mais comment tu donnes envie aux autres de faire leur propre cheminement, c'est ça là. Ça c'est si on arrive à craquer ça, et c'est pour ça que moi dans mon équipe je le pousse pas forcément de fou. Enfin j'évite de... Je veux pas, parce que moi je sais que j'ai vécu ça, enfin c'est pas un traumatisme hein, mais c'est, en tout cas moi ça m'avait pas donné envie d'aller plus loin, le fait d'être tiré forcément obligatoirement. Ok. En fait je pense qu'il faut des bons exemples, il faut des bonnes situations, à un moment T il se passe quelque chose, et en fait toi t'as la réponse grâce à ça, et il faut même peut-être pas utiliser les termes qui sont utilisés, parce que bon ça peut être directement connoté, donc vaut mieux peut-être essayer la démarche sur le côté, et le faire mais sans le faire.
Et après dire, ben regarde, en fait, ça vient de là, et ça t'a résolu ton problème, ça t'a... Voilà. Donc, et là, ça peut un peu peut-être commencer à changer les états d'esprit. C'est un sujet qu'on a beaucoup, la notion. Faut-il utiliser les termes japonais, le lean et outils? Ça renforce cet esprit de secte, en fait, si je peux dire. Alors, bon, pour ceux qui savent, on se connaît, mais on n'avait pas préparé quand même. On avait préparé 2-3 trucs, mais on n'avait pas préparé la totalité, t'es d'accord, hein? Et donc, c'est pour ça que c'est génial qu'on ait ce type de conversation. Je te rejoins énormément, et moi je suis dans la difficulté parce que d'un côté j'essaye de simplifier, vulgariser, mais par contre si je partage pas les termes qui sont dans tous les ouvrages, dans tous les bouquins, c'est difficile d'amener les gens réellement à pratiquer. Moi j'aimerais t'offrir une casquette Walls the Talk, donc pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, je vous invite à aller voir la vidéo de l'atelier de la casquette qu'on a filmé. C'est une casquette française faite à Montpellier. Donc ils ont industrialisé la fabrication de casquettes en France. C'est la première usine. Donc on les a interviewés, adorables, et ils nous ont fait la gentillesse de nous faire des casquettes. Donc j'aimerais te l'offrir. Walls the Talk, c'est quand je dis un truc, idéalement je le fais. Donc c'est pour ça que je vais sur le terrain et je pratique ce que j'ai dit. Donc tu comprends maintenant le concept de Walls the Talk. C'est pour ça que dans quelques minutes on ira sur le terrain et on ira voir, et c'est ce que tu dis, la visualisation. Et derrière la casquette, pour ceux qui nous écoutent, il y a un terme. Est-ce que tu pourrais... Le Gemba. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, le Gemba? Le terrain. Le terrain. Alors c'est un terme japonais, tu vois, je l'ai utilisé. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, le Gemba? Alors, pour moi, le Gemba, tiens, c'est pour toi. Et je pousse d'ailleurs les gens à le faire, et je le pousse beaucoup en interne aussi, c'est d'aller voir ce qui se passe vraiment, en fait. On s'imagine beaucoup de choses, mais quand on va voir, en fait, nous, chez les devs, merci pour la casquette, c'est assez... En fait, un développeur, il a un œil différent. Il va voir des choses que quelqu'un qui fait pas de développement ne peut pas voir. Si un développeur il va sur le Gemba, il va voir quelqu'un travailler, il va se rendre compte de trucs que la personne fait. Et la personne, elle fait des choses, elle sait même pas que c'est possible de l'automatiser, de le simplifier. Donc, aller sur le Gemba, ça a plusieurs apports. Au niveau développeur, ça permet de se rendre compte d'optimisation, d'amélioration. Au niveau du management, ça permet de mieux comprendre ce que fait la personne au cours de ses journées, mieux voir comment elle travaille, dans quel environnement. Donc, il y a vraiment 2 niveaux. Et je pense que c'est pareil pour tout. Un service comptable qui va aller faire voir des gens qui travaillent, ils vont remarquer d'autres. Ça peut vraiment... ça dépend vraiment de la personne, du travail qu'on fait, de notre expertise. Voilà, moi je pense que c'est une bonne chose d'être près du terrain, parce que sinon on est complètement décorrélé de la réalité. Et c'est ce que tu disais sur le côté, l'importance de la visualisation. Il faut pouvoir visualiser, que ce soit sur le Gemba ou sur le terrain pour voir ce que les gens font, ou visualiser en termes de chiffres, de graphiques, est-ce qu'on réussit, est-ce qu'on réussit pas, est-ce qu'il y a quelque chose qui est cassé, est-ce qu'on a une alerte. Nous, chez les devs, chez JWeb, on avance sur un management visuel de tous nos process qui me permet tous les matins quand j'arrive de voir si tout est OK. Une sorte de comprend l'état des lieux, des statuts, comme on peut aller voir les statuts de Google, les statuts de tous les services informatiques un peu qui tournent. On a commencé à développer ça chez JWeb parce que ça nous permet d'un coup d'aller voir si tout va bien ou pas, et puis d'aller réagir directement si jamais il y a quelque chose qui va pas. Ok, donc c'est sympa parce qu'on a eu Tiffany qui porte le sujet RH chez JWeb et qui nous a dit le truc qui m'a vraiment le plus changé d'avis, c'est que la RH doit aller sur le terrain et faire des observations auprès de ses collabs, et donc quitter son bureau. Et toi, ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu fais un appel à tous les développeurs en disant quittez votre bureau, quittez votre poste de travail et allez sur le terrain pour écouter, regarder les gens travailler et vraiment voir, comprendre ce qui se passe pour être beaucoup plus puissant lorsque vous allez coder et développer ce que vous êtes en train de faire. Alors nous, à ce niveau-là, chez JWeb, c'est vrai que vu qu'on travaille pour nos collaborateurs, on voit directement ce qu'on peut leur apporter. Mais quand je pense à un développeur qui va développer un produit, je pense que c'est super important d'aller voir comment son produit est utilisé par un utilisateur lambda, en fait. Parce que c'est là qu'il va se rendre compte que peut-être il a fait une feature que personne ne se sert et il lui aura passé un mois. Ou alors un truc qui agace beaucoup les utilisateurs et qu'il faudrait changer, qui lui prendrait 2 minutes à changer. C'est important de voir ces utilisations-là.
le réel en fait. Parce qu'il y a toujours ce qu'on s'imagine et ce qui se passe vraiment. Et il y a un écart. Il y a un écart. C'est génial. J'ai une petite dernière question et après je te laisse tranquille. Ton challenge du moment ou le challenge du moment du service. Alors mon challenge du moment, nous on est en train de s'améliorer sur tout ce qui est partie test dans l'équipe dev. C'est-à-dire que en termes de pour améliorer le confort de travail des développeurs et la qualité des pièces qu'on produit, on essaie de réduire le nombre de rework de chaque pièce. L'idée, c'est qu'on a normalement de l'auto-qualité qui est produite par la personne qui crée la pièce, qui contrôle que sa pièce est bien faite. Et on a mis en place un contrôle de qualité par une autre personne. L'idée, c'est qu'on ne veut pas qu'il y ait un bug qui arrive en prod. Un bug qui arrive en prod, c'est un client. Un collaborateur ici, peu importe, c'est un client qui n'est pas content, qui nous refait un ticket parce qu'il y a un bug. Ça génère de la frustration côté du client et côté dev parce qu'il doit retaffer sur sa feature. Donc l'idée, c'est que ça n'arrive plus. Pour que ça n'arrive plus, on a mis en place une contre-mesure qui était, si on a un test qui n'est pas OK, si on a une auto-qualité qui est pas satisfaisante, que le bug arrive en prod, en fait, on va faire un deuxième test de qualité par une autre personne. Ok. Il s'avère qu'on a pu avoir fait ça, ça a eu des résultats, mais on a toujours des bugs en prod. Donc on s'est penché sur peut-être le problème un peu plus profond, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un bon test ? Qu'est-ce que déjà la personne qui fait le dev, qu'est-ce qu'elle va tester elle ? Et si ça arrive jusqu'à la prod, ça veut dire qu'il y a aussi la personne qui vérifie. Qu'est-ce qu'elle teste aussi ? Donc l'idée c'est que là, dès qu'on a une pièce qui est testée, soit un bug en prod, soit une pièce qui est testée en recette, on appelle ça, c'est le moment où la deuxième personne vient faire le test. Que ce soit le bug ou on va relever en fait, ce qu'on va appeler un bac rouge. Donc on va noter ce qui se passe, on va l'analyser ensemble ensuite pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, de creuser les causes et surtout de faire en sorte que ça ne se repasse pas une deuxième fois. Okay. On essaie de kill un petit peu tous les sujets comme ça qui font qu'on arrive jusqu'en prod ou jusqu'à cette partie de qualité faite par une deuxième personne. Pour qu'en fait la personne qui crée la pièce puisse faire l'auto-qualité et qu'en fait que la pièce soit de qualité. Il y a des bugs, il y en aura toujours. On n'est pas dans un monde parfait. L'idée c'est de réduire drastiquement ce nombre et si on y arrive, ça serait super. C'est intéressant, ça fait sens, ça fait lien avec Sylvain. Tout à l'heure on l'a eu sur le podcast et je vous invite à aller l'écouter ou le regarder. Et je lui posais la question de réellement qu'est-ce qui est différenciant par rapport aux autres agences et lui, quoi, il est plus fier quand il se présente et à un moment donné il parlait quand même de l'excellence opérationnelle et de cette exigence en termes de qualité. Et je trouve intéressant que vous n'avez pas parlé ensemble, on n'en a pas parlé et quand je te pose c'est quoi ton challenge, tu me mets moi mon challenge c'est de faire en sorte que l'équipe s'améliore et apprenne à faire moins de bugs ou... C'est un sujet d'apprentissage. Hein. C'est un sujet d'apprentissage. Donc, on ressent bien ce niveau d'exigence élevé. Mais vous faites plaisir ou pas ? Pardon ? Vous faites plaisir ? C'est-à-dire ? Est-ce que tu aimes coder ? Est-ce que tu kiffes ça ? C'est ma passion. Hein. C'est ma passion. Mais j'aime bien quand les choses sont bien faites quand les choses marchent et que c'est pas du tout quali d'avoir quelqu'un qui revient en disant en fait ce que tu m'as fait ça marche pas. Ou en fait... c'est mieux de pouvoir produire. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est impossible d'arriver à faire du 100%. Enfin, le monde parfait n'existe pas. Il y aura toujours des coquilles. Il y a des fois des bugs qui ne sont pas vraiment des bugs. Juste la personne n'a pas compris comment ça marchait. Mais là, c'est encore notre axe d'amélioration. C'est comment on fait en sorte que la personne... Proche, mais en soi, en tout cas, sur le terme de qualité qui provient de mon équipe et des développeurs chez JVWeb, on va essayer de se donner les moyens de contrôler et de donner directement. Parce que la personne qui, comme je disais tout à l'heure, qui fait le dev et elle aurait eu peut-être 2 trucs plus à checker, elle s'en serait rendu compte elle-même. Derrière, il y aurait eu un deuxième travail de vérification, mais elle n'aurait pas eu à retravailler dessus. Et en soi, une fois qu'on a réussi à améliorer cette auto-qualité, on aura peut-être ce deuxième test, on pourra peut-être le faire sauter en fait. Là, on est en mode garde-fou. Parce qu'on s'est rendu compte qu'au final, n'a pas été... et ça marche mais à moitié parce qu'on voit que ça continue. Okay. Donc
le but au final c'est de plus avoir à faire ce deuxième contrôle. Si une pièce elle est produite directement, correctement, voilà. Ok. Merci infiniment Thomas. Avec plaisir. J'ai passé un bon moment. Est-ce que tu as passé un bon moment? Très bon moment. Bon, cool. Moi je repars quand même avec plusieurs choses. Tu m'as donné quand même pas mal de trucs très intéressants. Quand je t'ai posé la question des gains, je m'attendais à une réponse on va dire économique ou temps. Et j'ai eu de manière très instinctive, très épidermique, réflexe, non, c'est plutôt plus les conforts, les irritants, les obstacles des collabs. Et ça j'aime beaucoup. En fait, il y a cette partie-là et ça se transforme derrière en économique. Tout à fait. Parce que s'il y a moins d'erreurs, nous on gère des budgets. Donc si le confort est là... Et donc pour aller chercher des gains, pour aller chercher du temps, rendons la vie des gens plus facile. Tout à fait. Ça c'est un premier insight, merci pour ça. Le deuxième que je trouve vraiment intéressant, c'est ce côté exigence, ce côté apprenons à produire du code de qualité, apprenons à être meilleur, et pour y arriver, ce que tu dis, c'est que ce qui est contre-intuitif, hein, c'est allons sur le terrain. Ouais. Allons sur le terrain, allons à la rencontre. Je suis un ancien développeur. Et quand j'ai développé, j'avais pas du tout ce réflexe-là. Je restais chez moi ou derrière mon poste de travail. Et là, ce que tu nous dis, c'est non, allons sur le terrain, faisons du gemba, comme les Japonais appellent ça. Ce qui est cool ici, c'est qu'on peut le faire vraiment en direct, vu qu'on est dans le même locaux que nos clients. C'est pas pareil partout pour tous les développeurs, hein, mais... Moi, je pense qu'il faut réussir à craquer ce sujet-là. Oui. Hein. C'est-à-dire que le développeur ou les développeurs, encore une fois, faut-il qu'ils comprennent l'intérêt. Ça vaut le coup régulièrement de les amener sur le terrain, les amener au plus proche de leurs clients pour qu'ils comprennent. C'est ça. Encore une fois, on a bien précisé qu'on n'avait pas de bonne et de mauvaise réponse. Donc on cherche surtout pas, tu es d'accord avec moi, de se mettre à dos tous les développeurs de la Terre. C'est une réflexion. Mais c'est une réflexion qui est très intéressante. Et le troisième point quand même qui me paraît hyper intéressant à souligner, moi qui suis dans une démarche où j'essaie quand même de promouvoir un management aidant et surtout le lean management, hein, c'est un cheminement personnel. Tout à fait. Et merci, tu renforces mon idée de ça vaut le coup de rendre visible à plein de boîtes qui pratiquent, et en espérant que certaines personnes se disent ah ouais, c'est quoi ce truc, c'est pas inintéressant, j'ai discuté avec telle personne, et pourquoi pas, je m'y intéresse. Et donc le bouquin Learning to Scale est un bouquin que tu conseillerais toi ou pas? Ouais, tout à fait. Ok. C'est de l'autopromo ça c'est le côté, c'est normal quoi, je veux dire. Non, mais t'as raison. Je veux dire, j'ai raison quoi, je veux dire. Je le conseille, c'est pas, en tout cas de mon côté, c'est pas de la promo, c'est vraiment une des choses qui m'a fait changer d'avis là-dessus. Cool, Régis, bien joué. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. À bientôt. Au revoir.